Elle m'a ignoré toute la soirée, mais dès l'instant où je suis parti, tout ce qu'elle cachait a éclaté au grand jour. Les lumières de la fête vacillaient encore au loin quand je suis sorti dans le froid. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je suis juste parti. Personne ne m'a suivi, pas même elle. 15 minutes plus tôt, elle m'avait entraîné à travers ses portes vitrées avec un sourire éblouissant et sa main agrippée à la mienne comme si cela signifiait quelque chose. Je n'étais même pas censé être là. Elle avait dit que ça compterait beaucoup pour elle si je venais, que nous passerions du temps ensemble, que c'était important. Alors, je suis resté à ses côtés pendant qu'elle saluait tout le monde. Tous ces gens aux dents parfaites, aux rires sonores et aux noms qui sonnaient comme des marques. Elle m'a présenté une fois, peut-être deux. Voici Otis, disait-elle rapidement, avant de détourner l'attention de moi avant même que je puisse respirer. Puis, comme une scène écrite en accéléré, elle s'est éloignée de plus en plus dans la foule, une silhouette lumineuse disparaissant au profit de meilleures conversations, de rires plus profonds et de regards plus chaleureux qui n'étaient pas les miens. Je suis resté près de la tour de champagne, feignant d'en apprécier le goût. Je ne bois même pas d'alcool. Je la regardais pendant qu'elle enroulait une mèche de cheveux et se penchait trop près d'un homme en costume bleu marine. Il avait le genre de mâchoire que les gens remarquent. Elle a touché son torse en riant. Pas l'épaule, le torse. Une femme à côté de moi a murmuré, « C'est votre petite amie ?» Je n'ai rien dit. J'ai juste souri. Le genre de sourire qu'on arbore à un enterrement. Puis je suis sorti. Sans un mot, sans drame, juste de l'air qui ne puait pas le parfum cher et la fausse sincérité. Mon téléphone a vibré dans ma poche alors que je passais devant un chariot à hot dog. La ville avait recommencé à respirer. Je l'ai sorti. « Mera, viens. » Juste ces deux mots. Tout en majuscules. Sans contexte. Comme si j'étais un chien qu'elle avait oublié de rappeler plus tôt. Je fixais l'écran, debout au milieu du trottoir, comme une anomalie dans le système. Des voitures passaient. Un homme a insulté un taxi. Quelqu'un a ri bruyamment de l'autre côté de la rue. Mais moi, je suis resté là. Le téléphone à la main, la mâchoire serrée, les pieds cloués au sol. Elle voulait que je revienne, mais pas parce que je lui manquais. Non, ce texto ne sentait pas l'amour. Il sentait la gestion de crise. Et moi. Je n'étais pas sûr d'être le dégât ou celui qu'on contrôlait. Le trottoir semblait plus réel que tout ce qui s'était passé au cours des 2 dernières heures. Le vent était vif, pas doux, comme Mera prétendait toujours que la ville était. Pour une fois, je ne faisais pas semblant. Mes chaussures me serraient. Mon col me grattait. Mes mains gelaient. Mais tout cela, douloureusement réel, était toujours mieux que de faire tapisserie à cette fête. Je continuais à fixer le texto. Viens. Pas de ponctuation, pas d'excuses, pas d'explication, juste un ordre. J'aurais dû l'ignorer. Une version plus intelligente de moi aurait continué à marcher, éteint son téléphone, pris le train et disparu dans une nuit qui ne posait pas de questions. Mais je n'ai jamais été la version de moi-même que j'admire. Alors, comme le mari faible que j'étais devenu, j'ai fait demi-tour. Quand je suis rentré dans l'immeuble, le portier ne m'a même pas regardé. Le trajet en ascenseur était silencieux, rempli de mon reflet qui me fixait dans le chrome poli. Je ressemblais à quelqu'un qui ne savait pas quand arrêter de donner des secondes chances aux gens. Le toit-terrasse était plus bruyant qu'avant. Des rires éclatèrent d'un coin alors que j'entrais, mais ils se sont vite tus quand les gens m'ont remarqué. Certains regards se sont tournés vers Mera. D'autres se sont attardés sur moi. Curieux, pitoyable, peut-être même gêné pour moi. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle était toujours avec lui, l'homme en costume bleu marine. J'ai remarqué le détail cette fois. Sa main reposait légèrement sur le bas de son dos. Pas évident, mais familier, intime, possessif. Elle s'est finalement retournée et nos regards se sont croisés. Son sourire a vacillé, puis est réapparu comme si de rien n'était. « Te voilà », dit-elle en s'approchant. « Tu avais disparu. »« Tu étais occupé », ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Ma voix semblait plus faible que je ne l'aurais voulu. Je détestais ça. Je voulais juste que tu reviennes. Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Théâtral. Ce mot a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Théâtral. Comme si quitter discrètement une pièce où votre femme oublie que vous existez était en quelque sorte un spectacle.
Comme si être invisible était normal. Elle a tiré doucement sur ma manche. S'il te plaît, Otis, viens juste dire bonjour à Grant. Il veut te rencontrer. Grant, le type au costume marine, avait maintenant un nom. Je pense qu'il a déjà rencontré ta main, ai-je marmonné. Elle m'a fusillé du regard. Pas ici, a-t-elle sifflé. Tu te ridiculises. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Cette phrase. Tu te ridiculises. Elle a résonné dans mon crâne comme une sirène. Pas, nous, pas, moi, pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais, tu. Toujours moi. Elle m'a conduit vers lui comme si j'étais un enfant forcé de serrer la main d'un étranger. Grant avait l'air amusé. Suffisant, même. Alors qu'il tendait la main et disait, Otis, c'est ça, Mera m'a dit quelques petites choses. Je l'ai serré fermement, plus froidement que je ne le voulais. Il a souri comme quelqu'un qui savait qu'il était en train de gagner à un jeu dont j'ignorais que nous y participions. Mera se tenait entre nous, sirotant sa boisson, ses yeux passant nerveusement de nos visages l'un à l'autre. Super temps ce soir, a ajouté Grant, comme si nous étions des étrangers faisant la queue à la banque. J'ai hoché la tête. Un temps fantastique pour se faire humilier. Le sourire de Mera s'est brisé. On peut ne pas faire ça ici? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et j'ai réalisé que je ne savais pas qui elle était à ce moment-là. Et pire, je ne pense pas qu'elle savait qui j'étais non plus. Bien sûr, ai-je dit en reculant. Ne faisons pas ça ici. Je me suis retourné à nouveau. Et cette fois, elle n'a pas envoyé de texto. Je n'ai pas pris l'ascenseur cette fois. J'ai pris les escaliers, les 10 étages, parce que j'avais besoin de sentir la brûlure dans mes jambes, quelque chose qui me rappelait que j'étais encore réel, que mes émotions n'étaient pas juste des anomalies dans ma tête. Chaque marche descendue semblait arracher une nouvelle couche d'humiliation. Au moment où j'ai atteint le hall, je transpirais à travers mon col et je m'agrippais à la rampe d'escalier comme si elle me devait des réponses. Je suis resté devant l'immeuble pendant peut-être 10 minutes, essayant de décider quoi faire. Rentrer à la maison, errer jusqu'à l'aube, envoyer un texto à quelqu'un. Mais à qui enverrais-je un texto? J'étais devenu si enroulé dans le monde de Mera que je n'avais plus personne à moi. Je n'avais même pas de conversation de groupe. J'avais des connaissances de travail qui oubliaient que j'existais à la seconde où je me déconnectais. Mon téléphone a de nouveau vibré. Mera, on peut parler? Pas d'excuses, juste une question douce déguisée en diplomatie. Je n'ai pas répondu. J'ai marché, sans but, dans des rues qui sentaient les nœuds à l'ail et la fumée de cigarettes, passant devant des dîners remplis de gens qui ne venaient pas de voir leur femme sourire un peu trop vivement à un autre homme. Je me suis retrouvé assis sur un banc en métal près d'une supérette. Le genre de banc fait pour attendre des transports qui ne viennent jamais. Puis le téléphone a sonné. C'était elle. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Peut-être parce qu'une petite partie pathétique de moi espérait encore qu'elle dirait la bonne chose, la vraie chose pour une fois. Otis, dit-elle rapidement, comme si elle était à bout de souffle. Où es-tu allé? Je suis reparti. Tu l'as vu. Elle a soupiré. Pas de panique, pas d'inquiétude, juste de l'agacement. Tu exagères tout. Encore cette phrase. C'était la 5e fois en 3 mois qu'elle disait une version de cela. Tu t'imagines des choses. Ce n'est pas si grave. Tu penses toujours au pire. D'une manière ou d'une autre, le problème n'était jamais ce qu'elle faisait. C'était toujours ce que je ressentais à ce sujet. Je ne rentre pas ce soir, ai-je dit doucement. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Tu es théâtrale, a-t-elle finalement dit, sa voix plus sèche maintenant. Encore une fois, j'ai vu sa main sur toi, ai-je répondu. Et tu n'as pas bougé. Tu l'as laissé te toucher comme je ne pourrais jamais le faire en public. Et tu as souri comme si tu aimais ça. Oh mon Dieu, Otis, ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment, Mera? Aide-moi à comprendre, parce que j'ai l'impression d'être un figurant dans l'histoire de ta vie. Tu es paranoïaque. C'est le vrai problème ici. Non, ai-je dit, ma voix se brisant pour la première fois. Le problème, c'est que je ne te reconnais plus. Tu ne demandes pas si je vais bien. Tu ne me regardes pas à moins que quelqu'un d'autre ne regarde aussi. Et ce soir, tu m'as amené là-bas pour me faire taire, pour que tu te sentes justifié. Comme si traîner ton mari avec toi rendait les choses acceptables.
J'ai entendu sa respiration, tremblante. Elle essayait de trouver comment déformer la situation, comment contrôler l'angle. J'ai déjà vu ça. Elle ne devenait pas émotive quand elle était coupable. Elle devenait stratégique. Je rentre bientôt à la maison, dit-elle froidement. On parlera comme des adultes. Je ne serai pas là. Quoi? J'ai dit que je ne serai pas à la maison. Pas ce soir. Une autre pause. Alors où seras-tu? Je ne sais pas. Quelque part qui n'est pas construit sur des mensonges. J'ai raccroché. Mes doigts tremblaient, mais pas de peur, de liberté. C'était la première fois depuis longtemps que je disais quelque chose qui ne pouvait pas être retiré. Et puis, alors que je fixais l'écran noir de mon téléphone, un autre texto est apparu, d'un numéro inconnu. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Je suis resté à fixer le message pendant un long moment sans cligner des yeux. Je ne savais pas qu'elle était mariée. C'était comme si quelqu'un avait fait craquer le sol sous moi, et que je flottais juste au-dessus, essayant de décider si je devais tomber ou courir. Mon premier instinct a été le déni. Peut-être que c'était un spam. Peut-être que c'était destiné à quelqu'un d'autre. Mais mon nom était dans les informations de contact, Otisef. Et mon numéro de téléphone ne circule pas vraiment partout. Je suis resté là, figé, les pouces planant au-dessus du clavier. L'air autour de moi est soudainement devenu froid malgré l'humidité habituelle de fin de soirée de la ville. J'ai finalement tapé, qui est-ce? 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont revenus. Qui que ce soit, cette personne réfléchissait intensément. Son nom est Grant. Il m'a dit qu'il était célibataire. Nous nous voyons depuis 2 mois. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je crois que tout mon système nerveux a court-circuité. Mes oreilles bourdonnaient comme s'il y avait de l'électricité statique dans mon crâne. Ce n'était pas que j'étais choqué que Mera ait franchi une ligne. C'était que je m'étais toujours convaincu que si jamais elle le faisait, elle le cacherait au moins assez bien pour préserver l'illusion. Mais ça. C'était bâclé, arrogant, comme si je ne méritais même pas la courtoisie d'une trahison propre. Un deuxième message est arrivé rapidement. J'ai vu votre nom sur une lettre dans son appartement. J'ai cherché sur Google. Vous êtes son mari, n'est-ce pas? Et voilà. La confirmation, venant d'une inconnue, que je n'étais pas fou. Que les pressentiments, les doutes nocturnes, la façon dont le téléphone de Mera ne s'allumait plus jamais près de moi. Ce n'était pas de l'imagination. C'était des preuves. Une parfaite inconnue venait de me donner plus de vérité en 2 textos que Mera en des mois. J'ai répondu, oui, je le suis. Où l'était? Elle a répondu presque immédiatement. Je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Il a dit qu'elle était une ex, qu'elle traînait encore dans les parages. J'ai la nausée. Ça faisait 2. Mes jambes ont finalement bougé et je me suis levé du banc comme si je remontais de sous l'eau. J'ai regardé autour de moi et je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais. Une partie de la ville où je n'avais pas erré depuis des années. J'ai recommencé à marcher. Cette fois, pas sans but. J'avais besoin d'un endroit calme, d'un endroit pour réfléchir, loin des gens, des téléphones et des pensées que je n'étais pas prêt à traiter. Mais alors l'écran s'est rallumé. Voulez-vous tout savoir? Cette question m'a arrêté net. J'ai retenu mon souffle, le pouce au-dessus de la zone de réponse, et j'ai réellement hésité. Il y avait une version de moi, l'ancien Otis, l'Otis indulgent, qui se pliait en 4, qui aurait pu dire non, qui se serait dit que l'ignorance était plus facile. Mais cette version de moi avait déjà été humiliée 2 fois ce soir. Il était enterré quelque part entre l'ascenseur et ce bar sur le toit. Oui, ai-je tapé. Dites-moi tout. Ce qui a suivi au cours des minutes suivantes fut une confession numérique que je n'avais jamais vue venir. Cette femme, elle s'appelait May, m'a raconté comment elle avait rencontré Grant sur une application de rencontre. Comment il avait dit qu'il était sans attache mais émotionnellement compliqué, comment il voyageait beaucoup, travaillait tard, et disait que son appartement n'était pas vraiment prêt pour les invités car il était encore en train de déballer ses affaires après un déménagement. Elle l'avait cru. Je l'aurais probablement cru aussi. Mais ensuite, elle est passée à l'improviste un soir et pendant qu'il était sous la douche, elle a vu la lettre. Le nom de Mera, mon nom, notre adresse. Ça n'avait pas de sens. Elle a posé des questions. Il les a esquivées. Ce soir-là,
elle a dit qu'elle avait suivi son instinct. Elle a attendu qu'il parte pour la fête sur le toit, puis a fouillé dans son tiroir. C'est là qu'elle a trouvé une photo de mariage, une que je ne me souvenais même pas que Mera avait fait imprimer. Elle n'a pas dit ce qu'elle comptait faire ensuite, juste qu'elle était désolée, et que si je le voulais, elle pourrait envoyer des captures d'écran, des preuves, des dates, même une photo d'eux ensemble. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne le voulais pas. Je le voulais, mais parce que mes mains tremblaient et mon cœur faisait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il battait plus fort. J'ai alors réalisé que l'histoire que j'avais vécue n'était pas seulement brisée. Elle avait été réécrite sans moi. Elle n'avait pas seulement dérivé. Elle avait construit une nouvelle intrigue avec de nouveaux personnages et m'avait relégué aux notes de bas de page. Mais plus maintenant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas même une seconde. J'ai marché jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. Puis je me suis assis sur un banc froid devant une laverie automatique qui bourdonnait de néons et de machines à pièces. Je fixais les voitures qui passaient, les inconnus vivant leur vie normale, des gens qui n'étaient probablement pas en train de démêler la vérité sur un mariage qui avait déjà pris fin des mois auparavant. Je n'arrêtais pas de me repasser ce message, je ne savais pas qu'elle était mariée. Encore et encore. Je pouvais presque entendre la panique dans les mots de Mai. Pas de la culpabilité, juste de l'incrédulité. Et cela rendait les choses pires. Il n'avait pas seulement trompé avec quelqu'un qui s'en fichait. Il avait menti à une personne innocente. Tout comme Mera m'avait menti. Au moment où le soleil a percé le brouillard, ma peau était engourdie. Et mes yeux étaient secs, comme s'ils avaient épuisé leurs larmes avant même que j'aie eu la chance de pleurer. Je ne suis pas rentré à la maison. Je ne pouvais pas. Je n'étais pas prêt à affronter le silence de cet appartement. L'odeur artificielle des bougies à la lavande. Les photos encadrées de moments qui étaient déjà faux lorsque nous sourions pour elle. À la place, je suis allé au seul endroit où Mera n'aurait jamais pensé que j'irais, son bureau. Elle se vantait toujours du professionnalisme de l'endroit, de l'allure impeccable de son équipe, du fait que personne n'amenait jamais de drame personnel dans cet espace. Eh bien, aujourd'hui, ça allait changer. J'ai attendu dans le hall pendant 15 minutes. Je n'ai pas demandé la permission. Je me suis juste assis là, mon téléphone à la main, fixant la photo que Mai avait envoyée. Grant et Mera assis à la terrasse d'un café. Il lui tenait le poignet. Elle le regardait comme je priais autrefois qu'elle me regarde, avec aisance, avec confort, avec intention. Elle est entrée dans l'immeuble peu de temps après, talons claquants, un café dans une main, le téléphone dans l'autre. Elle ne m'a pas vu tout de suite, mais quand elle l'a fait, toute son expression a changé. Elle a ralenti. Ses yeux ont balayé les alentours. Pour une fois, elle avait l'air d'avoir peur de ce que je pourrais dire. « Otis », dit-elle prudemment en s'approchant. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pensais qu'on pourrait parler, vu que les textos ne marchent pas très bien pour nous ces derniers temps. »« Pas ici », siffla-t-elle à voix basse. « On parlera ce soir. S'il te plaît, ne fais pas de scène. »« Je ne ferai pas de scène, ai-je dit en me levant. Mais je vais poser une question. » Elle cligna des yeux. Sa prise sur le gobelet de café se resserra. « Est-ce que Grant sait que tu m'as dit qu'il n'était qu'un ancien collègue ?» Son visage pâlit, juste assez pour que je le remarque. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais. »« Parce que Mai le sait. »« C'est avec elle que je parle. »« Celle dont tu ne connaissais pas l'existence. »« Celle à qui il n'a pas assez bien menti. » On aurait dit que son corps était coupé en deux. Une moitié essayant de fuir, l'autre essayant de garder son sang-froid. Elle se pencha. « Ce n'est pas l'endroit. »« Non, dis-je. Ça ne l'est jamais. Et tu sais quoi ? C'est ça le problème. Il n'y a jamais d'endroit pour parler de ce que tu as fait, juste des fêtes ou faire semblant, des dîners ou sourire, des vacances à poster. Mais au moment où quelqu'un demande pourquoi ton mariage ressemble à une mauvaise répétition, ce n'est soudainement plus l'endroit. Les gens regardaient maintenant. Ses collègues avaient commencé à passer plus lentement. Ses yeux balayaient nerveusement, et elle s'est rapprochée de moi, la voix plus basse, mais venimeuse. Si tu essaies de m'humilier, félicitations. Tu y arrives. J'ai souri, pas de joie, mais parce que pour une fois, c'était elle qui se tortillait. Je ne suis pas ici pour t'humilier, Mera. Je suis ici pour te faire savoir que j'en ai fini de protéger ta performance. Je me suis retourné et je suis sorti. Elle ne m'a pas suivi.
Elle ne m'a pas appelé. Peut-être parce qu'elle savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Ou peut-être parce qu'elle croyait encore que je céderais à nouveau plus tard. Mais cette version de moi, celle qui n'avait plus rien à perdre, elle ne l'a jamais rencontrée. Je ne suis pas retourné à l'appartement cette nuit-là. Je ne pouvais pas supporter l'idée de dormir dans le même lit où elle s'était blottie à côté de moi en me mentant effrontément. Alors, à la place, j'ai pris une chambre dans un motel tranquille en bord de route, à 30 minutes de la ville. Le genre avec des murs orange, des draps rêches et un distributeur automatique qui vous vole votre monnaie. Et honnêtement, c'était parfait. Parce que c'était réel. Il ne prétendait pas être quelque chose qu'il n'était pas. Contrairement à la vie soigneusement organisée de Mera. Allongé sur le lit, je fixais le ventilateur de plafond qui cliquetait à chaque tourlant. Je n'arrêtais pas de penser à l'expression sur son visage quand j'ai prononcé le nom de Mai. Cette fraction de seconde où tout s'est fissuré. Elle n'a même pas nié. Pas vraiment. Cela m'en a dit plus que n'importe quel texto n'aurait jamais pu le faire. Vers 1h du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable, pas pour travailler, pas pour me distraire, mais parce que j'avais besoin de quelque chose à quoi me raccrocher. Et c'est là que je me suis souvenu de quelque chose d'étrange. Une semaine plus tôt, Mera m'avait demandé de l'aider à résoudre un problème de synchronisation entre son téléphone et son ordinateur portable. Elle m'avait donné son mot de passe comme si de rien n'était, comme si je n'oserais jamais l'utiliser à nouveau. Je l'ai fait. Je me suis connecté à son stockage cloud et mon estomac s'est tordu presque immédiatement. Des dizaines de dossiers, certains étiquetés par client, d'autres par date, mais un seul se démarquait. Archives personnelles, en majuscules, cachées à la vue de tous. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des photos, des vidéos et des emails. Tellement de mais. La première chose que j'ai vue était un message de Grant. L'objet, notre plan pour le week-end. J'ai cliqué. Ce n'était pas vulgaire. Ça aurait été plus facile. Non, c'était pire. C'était désinvolte, domestique, intime, comme une vie tranquillement construite à côté de la mienne. Ils avaient séjourné dans un chalet à la campagne. Il y a 2 semaines, le même week-end où Mera m'avait dit qu'elle faisait des heures supplémentaires sur le projet Donovan. Il y avait des photos jointes, elle en souhaite à capuche, je pensais qu'elle l'avait donné, lui préparant le petit déjeuner, eux devant un feu de cheminée. Et puis j'ai trouvé le message qui m'a coupé le souffle. De Mera à Grant. J'ai dit à Otis que je voulais de l'espace. Je pense qu'il se doute de quelque chose, mais j'attendrai la fin du projet du 3e trimestre pour aborder le divorce. Ce sera plus facile quand j'aurai un levier. Un levier? Comme si j'étais une transaction commerciale. Elle attendait de sortir proprement. Je n'ai pas réalisé que je tremblais jusqu'à ce que je renverse le gobelet en plastique d'eau du motel à côté de moi. Je suis resté là, à fixer le mot « divorce », comme si c'était une surprise. Ça n'aurait pas dû l'être. Mais le voir écrit noir sur blanc, planifié, programmé comme une réunion, c'était une blessure d'un autre genre. Je n'étais même plus un être humain pour elle. J'étais un obstacle, quelque chose à utiliser comme levier. Et pourtant, le pire, ce n'était pas seulement la trahison. C'était à quel point tout était calculé. Elle m'avait déjà remplacé émotionnellement. Elle n'avait juste pas encore rempli les papiers. Je suis resté assis en silence pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bougé. J'ai juste existé, comme si mon corps n'avait pas encore rattrapé ce que mon esprit savait maintenant. Finalement, je me suis déconnecté et j'ai fermé l'ordinateur portable. Mon reflet me fixait dans l'écran sombre, les yeux creux, les lèvres pressées en une ligne fine et épuisée. Cette version de moi, l'homme qui lui trouvait encore des excuses, qui croyait encore que c'était une mauvaise passe, qui pensait que s'il faisait plus d'efforts, il compterait à nouveau, il est mort quelque part entre l'ouverture de ce dossier et la lecture du dernier email. Et l'homme qui restait, lui, n'avait pas l'intention de servir de levier. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, et je n'ai même pas essayé. Le soleil s'est infiltré à travers les rideaux tachés du motel, projetant sur le sol des lignes qui ne ressemblaient pas à la lumière du matin, mais plutôt à un jugement. J'étais assis au même endroit, toujours habillé, l'ordinateur portable fermé mais irradiant encore le poison que j'avais laissé entrer des heures plus tôt. Mera avait prévu de me quitter discrètement, proprement, comme on jette du lait périmé. Elle n'avait juste pas encore décidé à quel moment il serait assez commode de se débarrasser de moi. Pour la première fois depuis des années,
je ne me demandais pas ce que j'avais fait de mal. Je ne suranalysais pas mon ton, mes habitudes, mon silence, parce que j'ai réalisé que Mera n'avait jamais eu besoin que j'aie tort. Elle avait juste besoin que je reste stupide, docile, prévisible, quelqu'un qui ne poserait pas de questions avant qu'il ne soit trop tard. Et j'avais été cette personne pendant bien trop longtemps. Mais plus maintenant. J'ai quitté le motel sans plan. Je n'ai pas emballé mes affaires de l'appartement. Je n'ai pas appelé d'avocat. Je n'ai même pas parlé à Mera. Pas encore. À la place, je suis allé voir la seule personne qui, sans le savoir, m'avait donné la dernière pièce du puzzle. Mais elle a accepté de me rencontrer dans un petit café près de son travail. Je lui ai dit qu'elle ne me devait rien. Je n'essayais pas de la piéger ou de la faire culpabiliser. J'avais juste besoin de la vérité de la part de quelqu'un qui ne l'avait pas répété devant un miroir. Elle est arrivée, l'air nerveux mais pas honteux, et cela comptait plus qu'elle ne l'imaginait. Elle s'est assise en face de moi, les mains serrant un gobelet à emporter, les yeux me surveillant attentivement comme si je pouvais me briser à tout moment. Je n'arrête pas d'y penser, dit-elle avant même que je puisse commencer. La facilité avec laquelle il a menti. La normalité qu'il a donnée à tout ça. J'ai hoché la tête. C'est ça qui vous perturbe, pas la tromperie elle-même, mais la normalité de la chose. Elle a expiré comme quelqu'un qui retenait son souffle depuis des jours. Je lui ai demandé hier soir, sans détour, es-tu marié? Vous savez ce qu'il a dit? Je n'ai pas répondu. Il a souri et a dit, plus maintenant. J'ai baissé les yeux. Mes mains étaient serrées en poing sur mes genoux. Pas de rage, juste un réflexe, comme si mon corps ne savait pas quoi faire de toute cette fureur silencieuse. Il ne sait toujours pas que je vous ai contacté, a-t-elle ajouté. Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si je n'avais rien dit. Merci, ai-je dit. Vraiment. J'ai vu des choses en lui qui n'avaient pas de sens, a-t-elle poursuivi. Des petites choses. Il ne parlait jamais de son passé. Il gardait toujours son téléphone face contre table. Une fois, j'ai vu une alliance dans sa boîte à gants. Il a dit qu'elle appartenait à son père. Bien sûr qu'il l'a dit. Parce que les mensonges fonctionnent mieux quand ils sont enrobés de sentimentalisme. Elle a fait une pause, puis s'est penchée. Que allez-vous faire? Je ne savais pas. Pas exactement. Je n'étais pas fait pour la vengeance. Je n'étais pas le genre de gars qui crève des pneus ou envoie des emails de masse avec des photos en pièces jointes. Ce n'était pas mon langage. Mais le silence, ça, je connaissais. Et pas le genre passif. J'en avais fini d'expliquer, fini de jouer la comédie. Je vais disparaître, ai-je dit doucement. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour qu'elle ressente l'absence qu'elle a fabriquée morceau par morceau. Mais semblait confuse. Elle voulait de l'espace. Elle va en avoir. Cet après-midi-là, je suis retourné à l'appartement pendant qu'elle était encore au travail. J'ai agi vite, n'emballant que ce dont j'avais besoin, documents, vêtements, quelques souvenirs qui me semblaient encore appartenir. J'ai laissé la photo de mariage sur la table de la cuisine, celle de son tiroir, celle qu'elle gardait par nostalgie, ou comme levier, ou les deux. Je n'ai pas laissé de mots, pas d'explication, juste une clé. J'ai éteint mon téléphone, transféré ce qui restait sur notre compte joint vers un nouveau compte à mon nom, annulé tous les abonnements que je payais pour elle, et je suis sorti. Pas en colère, pas brisé, juste fini. Et je savais qu'au moment où elle franchirait cette porte et verrait le vide là où j'étais, la panique viendrait. Mais ce ne serait pas de l'amour. Ce serait la perte de contrôle, du récit, de la commodité. Et pour la première fois depuis des années, je ne serais pas là pour amortir cette chute. Il lui a fallu 3 jours pour réaliser que j'étais parti. 3 jours entiers avant même qu'elle n'essaie d'appeler. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux, d'abord confuses, puis irritées, puis en pleurs. Chacun était une performance, montant en crescendo de culpabilité et de désespoir. Mais je n'écoutais plus. Pas avec les mêmes oreilles. Parce que quand j'ai finalement appuyé sur lecture, tout ce que j'ai entendu, c'était quelqu'un pleurant l'effondrement du contrôle, pas la perte de l'amour. À la fin de la semaine, je m'étais installé dans un nouvel appartement, plus petit, plus calme, et le mien. La première nuit où j'y ai dormi, j'ai vraiment dormi. Pas le genre de sommeil où l'on reste éveillé à échafauder des scénarios dans sa tête. Le vrai, sans rêve, profond et sans interruption. Finalement,
Mera m'a envoyé un email. Un long message rempli de questions déguisées en excuses. Elle a dit qu'elle était confuse, que les choses s'étaient compliquées, et qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Mais la vérité, c'est qu'elle ne voulait pas se faire prendre. Et c'est différent. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car la conclusion n'était pas à elle de la donner. C'était à moi de la choisir. Des semaines ont passé. Puis un mois. Un matin, je me tenais à la fenêtre avec un café à la main, regardant la ville se réveiller, et j'ai souri. Non pas parce que j'avais tourné la page d'une manière spectaculaire de comédie romantique, mais parce que j'étais enfin sorti d'une histoire qui n'avait jamais vraiment été la mienne. J'ai arrêté de jouer un rôle qui m'avait été attribué sans mon consentement. J'ai arrêté de mendier pour être vu dans une relation qui était devenue aveugle depuis longtemps. J'ai recommencé à écrire, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. J'ai renoué avec mon frère. Nous ne nous étions pas parlé depuis presque un an. J'ai commencé à faire des promenades sans destination. J'ai commencé à remarquer à quel point l'air est différent quand il n'est pas chargé d'appréhension. Et un soir, j'ai reçu un message de Mai. Juste une simple ligne. Merci de ne plus me laisser être le mensonge. J'ai répondu, merci de m'avoir aidé à trouver la vérité. Nous ne sommes pas devenus une fin de film. Pas de romance, pas d'étincelle, juste un respect mutuel entre deux personnes qui ont été utilisées et qui ont guéri. Et Mera, eh bien, j'ai entendu dire qu'elle a pris une année sabbatique. Grant n'est pas resté longtemps après ma disparition. Peut-être qu'il ne l'aimait pas sans le filet de sécurité d'un mari passif. Ou peut-être qu'il l'a vue pour ce qu'elle était vraiment une fois qu'elle a cessé de faire semblant. Je ne le saurai jamais. Je n'ai pas besoin de le savoir. Parce que la vie que j'ai maintenant est la mienne. Pas parfaite, pas accent grave l'œil, mais honnête. Et c'est plus que ce que j'ai jamais eu avec elle.